Inondation, boom des sociétés immobilières, affaire Lionel Kaboui, mort dans des circonstances non encore élucidées, affaire jeune fille de 16 ans, victime de violences sexuelles à Niangoloko, la crise au sein de la communauté musulmane et la politique avec la sortie du parti du Dima de Boussouma. Voici pour le plat de résistance de cette info. C'est l'équipe du dimanche qui s'installe avec Abdoulaye Baro aux commandes. Merci pour la confiance renouvelée. Bienvenue à tous. Près de 100 mm d'eau tombée sur la capitale burkinabé en quelques heures cette semaine. Un décor de barrage, de marécage. C'est le triste visage de la capitale burkinabé. La pluie n'était pas du tout bienfaisante pour les Ouagalais. Près de 100 mm d'eau tombée sur la capitale burkinabé. Des dégâts sont énormes. C'est le drame dans la famille de Dera à Tanguin. Tombée dans un caniveau devant son domicile, Balkissa, une femme enceinte, n'a pas survécu face à la furie des eaux. Après la première prière, je suis sorti. J'ai vu plein d'eau dans les maisons. Je suis rentré chez moi et en ressortant, j'ai vu la dame sortir pour s'occuper de son charbon. Il y avait une planche posée là, mais elle ignorait que l'eau avait emporté la planche. Quand elle a piétiné, elle est tombée sous mes yeux. Nous avons couru pour la sauver. Moi-même, j'ai été sauvé de justesse. Mais tout cela est dû au manque de dalles. Quand on veut parler des dalles, on dit d'aller acheter. S'il y en avait, tout cela ne serait pas arrivé. Insuffisance de dalles sur les caniveaux. Les autorités municipales qui sont allées au constat amer dans la famille Dera évoquent les soucis de budget. Beaucoup de caniveaux qui n'ont pas de couverture parce que le premier souci des investissements, c'est de faire de l'assainissement pour mettre les quartiers hors d'eau. Mais quand vous savez le coût de ces caniveaux, une fois que vous voulez couvrir tous les caniveaux, vous doublez, voire triplez le budget de ces travaux d'assainissement. Donc, mais on a donné des instructions fermes pour que petit à petit, ces caniveaux puissent être pris en compte dans le budget de la commune. Et petit à petit, nous allons résolver ce problème parce qu'aujourd'hui, nous avons mis les quartiers. Nous avons assaini les quartiers, mais il y a un problème de sécurité qui se pose avec ces caniveaux qui restent ouverts. Et nous allons tout faire pour y affecter le budget pour pouvoir les couvrir. L'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou est l'un des arrondissements les plus durement et régulièrement touchés par les inondations. Et ça a été également l'occasion de faire le tour pour voir les coins véritablement à risque. Et pour profiter de votre micro pour lancer un appel à l'endroit de nos concitoyens pour les demander véritablement d'observer toujours la prudence. En ces périodes de forte pluie, véritablement d'observer en tout cas la prudence. Nous avons pu également constater qu'au niveau de la zone de Somgande, Touquet, Nyoko, dans la zone non lotie, les bâtiments, en tout cas, il y a eu des dégâts. Ouagadougou, ville fragile, ville inondable, à chaque grosse pluie, son lot de dégâts. Le maire de Ouagadougou parle de poursuite des investissements pour soulager les Ouagalais. Il faut dire que ce sont les zones inondables qui sont de plus en plus touchées. Mais on peut se réjouir que les quartiers qui souffraient énormément de ces inondations dans le passé, aujourd'hui, grâce aux investissements qui ont été faits par la commune, ces quartiers sont aujourd'hui hors d'eau. Mais beaucoup reste à faire. Et le principal exutoire de la ville, qui est le canal qui passe dans le parc urbain Bangrouego, aujourd'hui est débordé. Fort heureusement, après les pluies, il y a un grand chantier qui va aménager ce canal-là. Et je pense que les prochaines années la ville va être mieux soulagée. En attendant, il faut gérer les urgences, apporter les secours aux sinistrés. Une cellule de veille a été mise en place par le maire de Ouagadougou. Basenko, quartier situé en périphérie nord de la capitale burkinabé, est sans voie d'accès digne de ce nom. Et quand il pleut, y entrer ou sortir relève du parcours du combattant. Constat. Les pieds pleins de boue, Madi et ses camarades sont au four et au moulin pour permettre aux vélos, motos et automobiles de sortir ou de rentrer à Basenko. Ce 1er septembre, dans ce quartier, à la sortie nord de Ouagadougou, c'est riverains
tentent de sauver la seule bonne voie qui mène à leur concession. Nous sommes sur la voie principale de Bassenko, mais c'est des problèmes. Voilà, on essaie de faire des travaux communautaires. Voilà, donc on est en groupe, on essaie de faire des bonnes volontés, nous aident avec des cailloux, la terre, on essaie de mettre, mais vraiment ça ne va pas. Face à ce qu'il qualifie de calvaire, Adama affirme que sa zone est abandonnée des autorités. La mairie et le gouvernement nous ont délaissés. La maternité est juste devant, mais on ne peut pas y accéder. La dernière fois, une femme a fait une fausse couche parce qu'elle n'a pas pu être transportée. Ces bonnes volontés, ce sont des habitants de Bassenko, regroupés en association. Même si leurs solutions sont temporelles, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. On n'a pas attendu la mairie, on n'a pas attendu aussi le gouvernement, on n'a pas attendu les communes pour pouvoir faire ces travaux-là, parce que d'abord, nous sommes les premiers bénéficiaires de ça. Avec l'état de cette route, Siaka dit avoir abîmé plusieurs pièces de son véhicule. Il a même pris le soin de les collectionner et de les peser. C'était plus de 100 kilos. Tout ça, c'est sorti du véhicule. Pour dire jusqu'à quel point l'état de la route est vraiment désastreuse. Un peu plus loin, il y a cet ouvrage censé faciliter le passage des habitants. Mais quand les pluies sont fortes, les eaux montent et la traversée présente des risques. Cette saison pluvieuse, les eaux ont déjà fait des victimes. Le pont a déjà fait plusieurs victimes. Une vieille a perdu la vie sur ce pont. Le 14 août dernier, c'est un jeune commerçant qui s'est noyé dans ce pont. En 2015, nous leur avons voté. Ils ont promis refaire notre voie. Mais jusque-là, rien. La vieille dame décédée a même été enterrée à quelques mètres de là. Sous cet arbre, l'association des femmes de Bassenko est en réunion. Au menu des échanges, l'état de la route. Elles sont inquiètes car l'ambulance ne peut pas avoir accès au centre de santé. Nous n'avons pas de route d'accès à notre zone. L'ambulance n'a pas accès à notre zone. Nous faisons pitié ici. Nous demandons de l'aide aux autorités. Notre pont a même cédé hier. Sur le chemin retour, il faut passer par Bissiguin. Ici, devant ce lycée, le décor n'est pas reluisant. Chacun force comme il peut pour trouver sa route. Bouse et flaques d'eau nous ont accompagnés tout au long de ce trajet qui ne fut guère aisé. Oui, Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. On a l'impression finalement qu'on n'a pas tiré les leçons du 1er septembre 2009 quand on regarde tout ça. Non, si on écoute ce que le maire de la commune a expliqué, c'est plutôt une question de moyens, puisqu'il a évoqué l'aspect budgétaire, qui fait qu'ils sont obligés de parer au plus pressé en faisant des caniveaux à ciel ouvert, juste pour faire drainer les eaux hors des zones d'habitation. C'est clair que 2009, 2020, oui. 11 ans, tous ces gouvernements successifs finalement n'ont pas trouvé les moyens pour permettre à Ouagadougou d'évacuer facilement ces eaux. Oui. En fait, quand j'essaie de faire la perspective de 2009 à les années qui ont suivi, jusqu'à peu près 2016, je crois, il n'y avait pas tellement de problèmes d'inondation parce que les travaux qui avaient eu lieu après les inondations de 2009 avaient quelque peu dégagé les voies de circulation des eaux usées. Naturellement, la ville s'étend, les habitations deviennent plus nombreuses, la population augmente également. Donc ce sont des investissements qui doivent être permanents, qui doivent être renouvelés et augmentés à chaque année budgétaire. Bon, si l'État ou les communes, les collectivités n'ont pas les moyens de suivre l'avancée des besoins en infrastructure, il va sans dire qu'on va avoir des désagréments de ce type-là. Il faut prévoir, il faut anticiper, justement en tenant compte de 2009. Est-ce que finalement on en fait une priorité, cette question? Oui, c'est peut-être là effectivement que la responsabilité politique peut être évoquée. C'est de dire que si on regarde la situation de Ouagadougou,
peut-être aussi des autres grandes villes du pays, on ne perçoit pas la vision du long terme pour ces villes-là. Donc c'est plutôt une gestion au jour le jour, courir et rattraper des situations. Quand il y a des inondations, on essaye de déboucher quelques voies pour que l'eau puisse passer ponctuellement. Mais il n'y a pas un plan général d'assainissement qui porte sur la durée, qui pourrait être porté sur au moins 10 ans, au minimum 10 ans, de sorte que à la fois la construction des habitations, la construction des voies, mais aussi les infrastructures d'assainissement soient comprises dans ces plans, de sorte qu'on ne puisse pas avoir des désagréments qui arrivent aussi fréquemment. Des sinistrés, des zones inondables encore habitées, alors qu'après 2009, il était question véritablement de déguerpir toutes ces populations qui habitent sur des zones inondables. Oui, ça c'est lié à la surpopulation. La population ne fait qu'augmenter, à la fois par la démographie, mais aussi par les arrivées de migrants de l'intérieur du pays. Et je crois que ces 2 dernières années, on a eu des arrivées à Ouagadougou, des arrivées de gens qui ont fui les zones d'insécurité et qui sont venus à Ouaga, qui se sont installés dans les périphéries. Dans les premiers temps, vous les aviez vus dans des écoles ou des centres de l'État. Mais par la suite, ils se sont certainement installés quelque part. Et ces installations ne peuvent être que précaires. Et cela joue sur la circulation des eaux usées. L'autre souci, ce sont ces quartiers justement périphériques, lotis, mais qui sont sans voie, comme Basenko par exemple. On se demande comment c'est possible de viabiliser des zones et de ne pas penser aussi à ces voies d'accès. Ça fait des années que les populations de ces zones-là dénoncent cette situation. On a même entendu dans ce reportage, il y a eu moins d'hommes. Oui, c'est toujours cette question de gestion budgétaire. Certainement que si vous prenez le budget de la commune, vous trouverez des allocations budgétaires qui existent, qui sont prévues, mais généralement, il y a des priorités qui se présentent et les autorités communales dérivent ces allocations vers d'autres réalisations, si bien qu'au final, certains actes cruciaux qui doivent être réalisés, comme ceux de ces quartiers-là, finissent par ne pas du tout l'être. Il y a ces zones de Basenko qui n'ont pas été totalement viabilisées, mais vous avez aussi des quartiers comme Karpala, où il y a des travaux de construction de routes et qui créent des désagréments énormes encore, parce que la réalisation n'avance pas dans le temps. Plus de 8 mois qu'il y a eu des barrages, des dérivations, et jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore levé. Finalement, ça donne lieu également à beaucoup de désagréments. Il faut assainir tout ça. Le printemps des sociétés immobilières au Burkina Faso, on est passé d'une dizaine à plus de 250 sociétés en l'espace de 10 ans. Et vous allez le voir, c'est un boom qui n'est pas forcément à l'avantage des Burkinabés et du Trésor public. C'est en 2008 qu'a été adoptée la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Année après année, l'on assiste à un boom des sociétés immobilières détentrices d'agréments. D'une dizaine en 2009, on en dénombre à ce jour 268 sur le territoire national. Ces sociétés se multiplient trop vite, les inquiétudes aussi. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a dû suspendre la délivrance des agréments pour mieux contrôler. 2015-2016, on a constaté un boom au niveau du nombre de demandes d'agréments qui ont été déposées au niveau du ministère. Mais à ce jour, il faut préciser, à ce jour, nous avons suspendu toutes les autorisations, les agréments. On ne signe plus d'agréments au niveau du ministère pour pouvoir faire le point. Et c'est ce à quoi nous avons entamé certaines opérations de contrôle pour pouvoir savoir qui fait quoi et comment ça se fait au niveau de l'activité de promotion immobilière. Les services techniques du ministère ont également entrepris des contrôles sur le terrain pour vérifier la conformité des actions avec la législation en vigueur. Après cette opération qui a concerné Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et leurs communes environnantes, le constat est saisissant. Certaines sociétés font des lotissements alors qu'elles n'y ont pas droit. À l'heure où je vous parle, aucune activité de promotion immobilière n'a reçu, par exemple, l'autorisation de loti. Voilà. Donc les activités de promotion immobilière font du lotissement sans avoir reçu l'autorisation de loti. Du coup, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été vérifiés lors de ce contrôle-là. L'agrément, si vous ne disposez pas de l'agrément, c'est déjà une infraction.
Si vous ne disposez pas de l'autorisation de loti, c'est une infraction. Si vous ne disposez pas de l'approbation de votre projet immobilier, c'est également une infraction. Voilà un certain nombre d'infractions qui ont été constatées lors du contrôle que nous avons initié sur l'instruction des cabinets. Du côté des promoteurs immobiliers, on reproche au ministère en charge de l'urbanisme de ne pas jouer carte sur table. Le département de Dieudonné Maurice Bonani est accusé de faire traîner certains dossiers. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de dialogue, de concertation, de rencontre avec nos ministres ou même avec les directions techniques qui s'occupent de la promotion immobilière. Le non-traitement de dossiers, il a donné les délais qui sont impartis dans la loi. Voilà, au service technique qui dispose de 15 jours, au ministre qui dispose également de 15 jours, au délai de 1 mois, il faut notifier le promoteur. Voilà, et nous avons des dossiers qui ont fait 3 mois, 6 mois, même plus d'1 an, sans réponse. C'est ça le blocage en réalité. De plus en plus nombreuses, les sociétés immobilières sont pourtant les enfants gâtés de la fiscalité burkinabé. Selon le rapport d'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier au Burkina Faso, ces sociétés doivent environ 5 milliards de francs CFA au trésor public. Un montant important qui se justifie par le fait qu'elles bénéficient de nombreux avantages, comme l'exonération de la TVA et bien d'autres encore. D'une part, ces avantages portent sur la minoration du prix du terrain du domaine foncier de l'État et de ses démembrements. D'autre part, les entreprises éligibles aux avantages prévus par cette loi-là bénéficient de la cession définitive de parcelles viabilisées. Enfin, la loi sur la promotion immobilière accorde aux entreprises éligibles, au titre des avantages particuliers, une exonération du paiement des frais d'enregistrement des actes. Autant d'avantages qui sont critiquables selon les experts, d'autant plus qu'elles sont cumulables avec ceux prévus par d'autres textes. Un fait qui occasionne d'énormes déperditions de recettes pour le trésor public. C'est pour dire qu'on ne peut pas à la fois bénéficier d'avantages liés au code minier et en même temps bénéficier des avantages liés aux lois SCAD et au coût des investissements. Donc, ce qui veut dire que pour la loi sur la promotion immobilière, apparemment le cumul n'est pas, n'est pas interdit. Donc, vous voyez, ça fait des doublons et ça ne fait que jouer négativement sur les recettes fiscales. À toutes ces faveurs, les promoteurs immobiliers attendent que l'État fasse un peu plus en créant un fonds pour leur permettre de mettre en œuvre leurs projets. Le ministère ou le gouvernement pouvait constituer un fonds de promotion immobilière, comme se fait dans beaucoup de pays. Parce que nous avons information dans d'autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire où ça se fait, où le fonds est là. Ensuite, il y a un projet bancaire, le gouvernement t'accompagne, où il donne l'aval à une banque de t'accompagner à ce que tu puisses réaliser ton projet. En 2013, les recettes fiscales liées au foncier ont représenté 5,18% des recettes fiscales totales. Elles sont passées à 5,93 en 2014, avant de connaître une légère baisse en 2015. Ces chiffres montrent que les impôts immobiliers ne sont pas rentables. La fiscalité immobilière burkinabé a donc besoin de réformes à la fois douces et radicales. Il faut limiter les exonérations, car il ne faut pas perdre de vue que la fonction première de l'impôt, c'est la fonction financière. Il convient de relire le livre de procédure fiscale en vue d'élargir le droit de communication à tous les acteurs intervenant dans la chaîne foncière, comme la Sonabel, l'ONEA. Je pense qu'il faut envisager à terme, d'une part, la création d'une taxe pour le financement du logement, qui pourrait être à la charge des employeurs, comme c'est le cas dans certains pays. Et d'autre part, il faut envisager l'institution de nouvelles taxes en matière de fiscalité environnementale. Selon le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment de capitaux en Afrique, l'argent sale est principalement blanchi dans l'immobilier et les travaux publics. Il appartient au Burkina Faso d'ouvrir l'œil pour ne pas constituer un terreau fertile pour ceux qui sont passés maîtres dans l'art de rendre licite ce qui ne l'est pas. Et voilà, des sociétés minières visiblement qui s'en mettent plein les poches au détriment du fisc, mais également qui font du lotissement alors qu'ils n'en ont pas droit. Ça fait un peu désordre tout ça. Oui, et c'est quand on écoute les réponses des responsables administratifs et techniques, on se rend compte qu'il n'y a pas un suivi assez rigoureux de tout ce qui se passe dans ces domaines, des sociétés immobilières et leurs réalisations. Ainsi bien que d'abord, il y a ce manque fiscal qui est assez important, mais il y a surtout le sujet qu'on vient de voir avant celui-là, ces inondations. Moi, je m'interroge sur quelle est la responsabilité réelle des sociétés immobilières
quel est le cahier des charges réel qui leur est donné? Est-ce que la Basenco, par exemple, viabilisation... justement, il y a des logements sociaux. Basenco, c'est une partie où les sociétés immobilières ont beaucoup investi. Est-ce qu'elles sont responsables de la viabilisation, par exemple la création des caniveaux, ou est-ce que c'est l'État qui en est responsable? Donc il faut peut-être clarifier ces aspects-là, de sorte que si les sociétés immobilières sont responsables, ou si elles ont besoin d'accompagnement ou d'avantages fiscaux supplémentaires, qu'on puisse échanger cela avec les responsabilités de viabilisation. Comme ça, peut-être ça va alléger les services publics sur cette responsabilité d'aller faire les caniveaux partout. Si la société immobilière peut les faire, qu'on le leur confie, et que finalement l'État se donne seulement le rôle de suivi, de vérification et de contrôle. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, avec ce qu'on constate sur le terrain, avec cette question de sociétés immobilières, je pense qu'il y a nécessité d'un audit général du secteur qui permette de préciser est-ce que tous les acteurs du domaine sont conformes aux lois, comme l'a dit le directeur de l'aménagement. Est-ce que ceux qui sont conformes agissent conformément au cahier des charges qui leur ont été remis? Donc, il y a ces questions-là auxquelles il faut répondre, parce qu'on a de plus en plus de difficultés à utiliser les services de ces sociétés immobilières qui, c'est un domaine lucratif, c'est-à-dire qu'ils en tirent profit. Donc, il ne faudrait pas lésiner sur leurs responsabilités, de sorte qu'on ne puisse pas avoir des désagréments avec ces morts d'hommes qui arrivent lorsqu'il y a les inondations. Voilà. Cette affaire, à présent, une jeune fille de 16 ans, victime de violences sexuelles perpétrées par un gendarme à Niangoloko, ville de la région des Cascades vers la frontière ivoirienne. L'affaire suscite beaucoup d'indignation et de colère. La gendarmerie, la justice, tous promettent vérité et justice. À 16 ans et élève en classe de 4e, cette jeune fille était loin de s'imaginer que ses vacances scolaires à Niangologo dans la région des Cascades allaient être un cauchemar. Venue de la boucle du monde pour passer les vacances chez sa tante gérante d'un baki restaurant, la jeune fille verra sa vie bouleversée suite à sa rencontre avec un gendarme. Elle raconte avoir été harcelée par l'agent de sécurité. Le vendredi 14 août 2020, le gendarme serait passé à une autre étape. Le matin, très tôt à 7 h, il m'a appelé, dit qu'il devait nettoyer sa maison encore. J'ai dit, moi je n'ai pas de temps pour venir nettoyer la maison, parce que les travaux sont nombreux, je ne pourrai pas venir. Il a dit, si c'est comme ça, il a laissé. Il m'a appelé encore demander, j'ai dit que ma grande-sœur est partie au marché. Quand elle va venir, je vais la demander, voici à l'état, je pourrai venir, je vais la dire. Moi, il est arrivé, il a ouvert la porte, moi j'ai rentré, déposé la boisson là sur la table. Lui aussi, il voulait rentrer. Moi, j'ai réglé un peu, puis laissé la place pour qu'il rentre. C'est qu'il a rentré, il a fermé la porte et puis bouclé. Et puis, tiré-moi rentrer dans l'autre chambre là. Et puis, fermer ça et puis boucler. Et puis, prendre les mains dans mes bras là. Et puis, il me dit de prendre 4 bagues. C'était posé sur une valise. Moi, j'ai pris, il a dit de déposer. Moi, j'ai déposé. Il a appelé l'école, il a attendu de me frapper avec. Moi, j'ai coulé. Et puis, il a m'a pris les pieds, et puis, prendre ma main dans mon devant. Menotté et battu, son bourreau lui fera prendre, dit-elle, des amulettes avant de lui introduire du piment dans les intimités féminines en présence, dit-elle, d'une femme. Vraiment, ça me fait très mal. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce qu'il m'a fait là, je ne sais pas. Ça va devenir quoi pour moi? Je vais devenir quoi? Je ne sais pas ce que je vais devenir. Ça me trouble vraiment. Depuis lors, je ne ferme plus les yeux la nuit. Je souhaite qu'on nous le montre et aussi nous lui confions notre enfant. Il sera tenu responsable de tout ce qui lui arriverait. Elle aurait reçu du piment. Est-ce du piment ou autre chose? Nous n'en savons rien. Il est le seul à le savoir. Et aussi, c'est quoi les 4 choses qu'il aurait déposées sur la table et ordonné à la fille ligotée d'aller prendre? Nous n'en savons rien et nous ne savons pas c'est fait à quelle fin. Il en sera le seul responsable. Saisi de cette affaire, le MBDHP section Niangoloko et plusieurs organisations de la société civile disent avoir déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Banfora. Avec l'accompagnement du MBDHP et les structures partenaires, une plainte a été déposée auprès du tribunal de grande instance de Banfora et nous attendons fermement la suite de la procédure. La gendarmerie de Niangologo a aussi ouvert une enquête dans cette affaire. Mais Badou Ema et ses camarades disent ne pas croire à la bonne foi de la brigade territoriale de Niangologo qui, selon eux, ne peut pas être jugée partie. Des documents ont été signés par la mineure à la brigade sans qu'elle ne sache réellement le contenu. Un autre fait important est que la gendarmerie a confisqué les téléphones portables de la fille et a effacé tous les contacts de son répertoire.
Cette situation nous amène à douter de la volonté de la gendarmerie de Niangologo à la manifestation de la vérité. Le dossier qui est en train de monter au niveau de la gendarmerie, honnêtement dit, nous, coalitions, nous ne reconnaissons pas dans cette démarche-là. Parce qu'il n'appartient pas à la partie accusatrice-là de monter un dossier pour le déposer à la justice. Nous ne pensons pas que la gendarmerie peut être impartiale sur ce dossier-là. Et c'est pourquoi vous voyez que la fille a saisi directement le TGE pour déposer la plainte. Donc nous, comme vous également, nous attendons à ce que toute la lumière soit faite. Et que si on estime que le gendarme n'est pas coupable, il n'y a pas de souci. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier-là qui méritent d'être pris au sérieux. La fille, elle a 16 ans, victime d'harcèlement, victime de torture, des sévices sur son corps. Mais qu'à cela ne tienne, qu'on se limite seulement à ça et qu'on enlève les parties intimes qui ont reçu du piment, des trucs comme ça. Ça ne mérite pas d'être sanctionné. Ce n'est pas que la fille a reçu du piment que nous avons convoqué ici ce matin. Mais nous avons convoqué parce qu'il y a eu abus de pouvoir, parce qu'il y a eu violence, il y a eu torture sur une fille de 16 ans. À la brigade territoriale de Niankoloko, le commandant de la brigade que nous avons rencontré affirme hors caméra que le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Banfora, se serait saisi de l'affaire et une procédure judiciaire suit son cours. Toujours selon le commandant de la brigade territoriale de Niankoloko, une procédure disciplinaire interne à l'armée a été également enclenchée à l'endroit du présumé coupable. Justement, sur le dossier, la gendarmerie veut, en tout cas, montre sa bonne volonté de faire la lumière sur cette affaire, comme on l'a entendu dans ce reportage. Une procédure disciplinaire à l'interne a été donc engagée. À noter également que le présumé coupable a été déféré à la maison d'arrêt de Bobo Dioulasso. Autre affaire, la mort du jeune Lionel Kaboui. Il y a exactement 3 mois, jour pour jour, que le jeune homme de 23 ans est décédé dans des circonstances troubles. 3 mois après, sa famille se demande toujours pourquoi. Elle réclame vérité et justice. Ils ne se séparent presque plus du portrait funéraire de leur fils. Depuis le drame survenu le 6 juin dernier, les parents de Lionel Kaboui passent la majeure partie de leur journée à prier afin que la lumière soit faite sur les circonstances du décès de leur enfant. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à dormir. On est sous somnifère toutes les nuits. 3 heures du matin, je vous jure, je suis debout. Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, si le procureur peut nous aider. 3 longs mois que Lionel n'est plus. Côté justice, toujours le statu quo. Une autopsie et une étude balistique ont été réalisées. Mais la famille n'est pas encore rentrée en possession du rapport. Les résultats de l'autopsie, est-ce qu'on doit attendre 2 mois, 3 mois pour avoir les résultats de l'autopsie? Ils ont extrait une balle. L'analyse balistique a été faite. Et la balle, tout le monde a su que c'est la balle de Kalash. L'analyse balistique, je ne sais pas si on a besoin de plusieurs mois pour savoir d'où prenait cette balle. Je crois que c'est le premier ailleurs. Et justement, les parents du défunt sont de plus en plus convaincus qu'on a voulu leur cacher la vérité. Ils en veulent pour preuve la version de la gendarmerie reprise par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou après le drame. Dans le courrier confidentiel numéro 206 du 25 juin 2020, on peut lire en substance quelques phrases du communiqué qui stipulent que le jeune homme est décédé des suites de blessures consécutives au choc avec un poteau. Après, je ne sais pas, c'est les internes ou bien c'est un docteur, je ne sais pas. Il est sorti, il demande au sapeur-pompier, mais qu'est-ce que l'enfant a eu? Il dit c'est un accident, qu'il a cogné un poteau. Je dis non, comment ça? Comment un poteau? Je dis l'enfant n'a pas fait un accident, on a tiré sur lui. Au moins 7 impacts sur le véhicule et une balle dans sa nuque. C'est-à-dire de dos qu'on l'a eu. De dos, un enfant seul dans un véhicule double cabine blanche. Les véhicules ne sont pas teintés. Véhicule immatriculé, s'il vous plaît. On tire sur lui alors qu'il était déjà passé du côté de l'hôtel, la porte de l'hôtel. Pourquoi on tire sur lui? Si on veut en immobiliser le véhicule, on peut tirer sur les pneus. On veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? La thèse de l'accident a évolué depuis lors. Selon nos confrères du bimensuel Courrier confidentiel, la direction de la communication de la gendarmerie nationale affirme que ces éléments mis en cause ont riposté à un coup de feu tiré par l'un des compagnons du défunt au cours de leur virée nocturne suite à une bagarre pour vol de téléphone. Ce qui pourrait signifier que la gendarmerie reconnaît à demi-mot que c'est la riposte des Pandores qui est à la base du décès. Autre fait révoltant,
le certificat de décès délivré par les médecins. Il est mentionné que Lionel est mort de sa maladie. Entre-temps, il fallait attendre que le chef de service vienne. C'est une dame. Elle est venue vers 6 heures. Elle fait un papier, on dit voilà qu'il est mort de sa maladie. On dit mais quoi? J'ai eu le soin d'appeler notre avocat de famille. Donc ensemble, on a vu la dame, elle tend un papier qu'il est mort de sa maladie. On dit comment ça? Et non, il est mort avant d'arriver, donc elle ne peut pas dire de quoi il est mort. On dit, ça devient grave. Il y a un de mes cousins qui dit, mais et ces ordonnances-là, les produits qu'on a achetés, ça sert à quoi? Bon, donc ça a failli tourner mal. Bon, on s'est calmé. J'ai dit à mon avocat, j'ai dit, appelle le procureur, parce que ça ne va pas. En tant que je dis aux infirmiers là, est-ce que vous avez examiné la tête de l'enfant? Vous avez regardé la tête de l'enfant? Ils sont retournés. C'est là qu'ils reviennent me dire, non, effectivement, il a reçu une balle dans la tête. Je ne comprends pas. Sous réserve des conclusions de l'enquête en cours, les parents de ce jeune de 23 ans, tombé à la fleur de l'âge, sont convaincus qu'il s'agit d'une bavure. Ils auraient pu pardonner au bourreau s'il y avait eu repentance, disent-ils, mais jusque-là, personne n'est venu, même pas une autorité, déplore le couple Kabui. Ce 6 septembre, cela fera exactement 3 mois que leur fils a été brutalement arraché à leur affection. Depuis lors, la procédure judiciaire n'aurait pas véritablement avancé. Pendant ce temps, ils continuent de ruminer leur douleur en silence. Un dossier en cours, donc, à ce niveau. Chaka, ce sont là 2 affaires qui ont animé l'actualité aussi depuis un certain temps. L'affaire de cette jeune fillette à Niangoloko, mais aussi cette autre affaire du jeune Lionel Kabui. Ça fait 3 mois, jour pour jour, que le dossier justement est en cours au niveau de la justice et les parents attendent toujours pour en savoir davantage. Le constat qu'on peut faire à partir de ces 2 sujets, c'est que le temps est passé. Les mêmes attitudes que l'on reprochait, je crois, sous le régime Compaoré aux forces de l'ordre se répètent encore aujourd'hui, puisque dans les 2 cas, on a une implication des forces de l'ordre, des responsables, des services de sécurité. Et on constate également que, comme par le passé, lorsque les services de sécurité sont impliqués, généralement le dossier a du mal judiciairement à avancer. Et on le voit avec le cas du jeune Kabui, où des actes primaires qui auraient dû être posés dès le départ jusqu'à présent ne l'ont pas été, comme l'autopsie par exemple, qui permettrait de déterminer exactement les circonstances de la mort de l'individu, mais aussi de situer un peu les responsabilités. Mais ici, il faut voir également que ce type de situation, que ce soit par le passé ou maintenant, met en avant la responsabilité des organisations des droits humains. On l'a vu à Niangologo, le MBDHP est monté au créneau, mais il faut se demander qu'est-ce que les organisations féminines, par exemple, qui défendent les droits de la femme, qui parlent beaucoup du genre lorsqu'il s'agit du positionnement sur les listes électorales, mais surtout des nominations. Qu'est-ce qu'elles font lorsqu'il s'agit donc de ces situations où la femme est mise en difficulté? Et au-delà du cas de Niangologo, il y a toutes ces violences qui sont faites aux femmes journalièrement, par les violences conjugales et autres violations qui leur sont faites. Donc ça met en évidence la responsabilité de ces organisations-là. Il faut dire que certaines organisations reçoivent des financements pour des missions, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Parce que ces sujets-là, ce ne sont pas des sujets de lobbying, ce sont des sujets d'activisme qui permettent de les faire avancer. N'eût été les médias, vous verrez que ces sujets n'auront même pas connu un début d'avancement dans les services judiciaires. Donc c'est quand même déplorable que plus on avance, plus l'état des droits est mis à mal et que le citoyen n'est pas protégé, même lorsqu'il s'agit donc de son rapport avec les services de sécurité. En tout cas, du côté de la gendarmerie sur l'ensemble de ces 2 affaires, on s'est dit disposé justement à contribuer à l'avènement de la vérité. Pas question donc de couvrir qui que ce soit. On attendra de voir donc l'évolution de ces 2 dossiers. C'est une crise devenue un feuilleton aux multiples rebondissements. La crise à la communauté musulmane. Il y a eu un nouvel épisode cette semaine. Retour sur une crise sans fin et qui interpelle. Depuis 2015,
Le mandat de l'actuel président de la communauté musulmane connaît des soubresauts. Le dernier en date est celui qui oppose le président Rasmani Sana au camp du cheikh Mahamoudou Bandé. Le groupe des contestataires accuse le président de gestion opaque. Rasmani Sana aurait mis également en veille toutes les instances de décision et dirige le gouvernail avec une poignée de fidèles. Une structure ne peut pas fonctionner sans tenir des réunions. Une structure comme la communauté musulmane ne déroge pas à la règle. Nous constatons malheureusement que les décisions à ce niveau ne sont pas collégiales. Sur plus de 70 membres qui composent le bureau, seuls 4 ou 5 sont associés aux prises de décision. Nous ne sommes plus d'accord avec la gestion du président actuel de la communauté musulmane. Il est également reproché au président sortant la radiation de 3 membres de son bureau de toutes les instances et activités de la communauté. La suspension de Moussa Kwanda, Abbas Nabi et Moussa Semde est une pilule difficile à avaler. De son côté, le président de la communauté accuse le cheikh Mahamoudou Bandé de ne rouler que pour ses intérêts. Ce dernier tenterait d'évincer le grand imam de Ouagadougou, Aboubakar Sana, alors qu'il est en France pour se soigner. En octobre 2019, les frondeurs organisent une assemblée générale extraordinaire à Bobo-Dioulasso. Omar Kwanda est désigné pour diriger le comité provisoire technique pour une transition de 2 ans. En principe, c'est El Hadj Abdrahmane Sana qui devait les convoquer. Nous l'avons en tout cas interpellé plusieurs fois et nous avons constaté en tout cas un refus catégorique en sa personne de ne pas aller. Alors que les statuts même stipulent bien sûr qu'à un tiers même des participants, à un tiers des comités provinciaux et des membres du bureau exécutif permanent, on peut aller en assise générale extraordinaire. Alors que nous avons à l'heure actuelle enregistré plus de 34 provinces qui ont envoyé leurs demandes eu égard au dysfonctionnement depuis le retour de Fada. Un non-événement selon le président en exercice qui entend aller jusqu'au bout de son mandat. 7 ou 6 personnes qui sont allées à Bobo, ils ont même payé des gens pour les accompagner, pour y aller à Bobo, pour faire ces réunions-là, ces théâtres-là. Il n'y a pas de congrès à Bobo. Un bicéphalisme de facto au sein de la communauté qui ne fait que mettre de l'huile au feu. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso et d'autres organisations entrent en scène et proposent une médiation. Mais la montagne finit par accoucher d'une souris. Ce 31 août, c'est un collectif d'associations qui propose une ultime médiation qui devrait aboutir à une transition. Elle devrait être dirigée par l'imam Aboubakar Sana, le seul à même de faire l'unanimité selon eux. Si aujourd'hui nous ne prenons pas le grand imam, donnez-moi un seul exemple de personne qui peut faire l'unicité. Il n'y en a pas. Donc nous pensons que le grand imam est l'alternative pour nous, aussi bien pour nous, fidèles musulmans, que pour l'administration publique elle-même. Le mandat de l'actuel président est à son terme depuis quelques mois, mais les élections n'ont toujours pas été organisées, ce qui a ravivé les tensions et occasionné le refoulement de l'imam Aboubakar Sana de la grande mosquée de Ouagadougou. Cet autre remue-ménage vient rappeler à l'autorité politique la nécessité de trouver une sortie de crise apaisée avant que l'irréparable ne se produise. Oui, on pourrait penser que c'est une affaire entre musulmans, mais là, attention, il faut peut-être que l'autorité en charge du culte intervienne pour éviter l'irréparable, on n'en sait jamais. Mais là, même si quelque part aussi l'impartialité du ministre en charge de l'administration territoriale aussi est remise en cause ici. Oui, mais je crois qu'il a déjà intervenu à plusieurs reprises dans cette affaire, les épisodes précédents. Et apparemment, il ne serait pas à la fin de ses soucis avec ce groupe. Il faudrait peut-être veiller à ce que les textes soient appliqués. S'il y a un congrès qui aurait dû être tenu et qui ne l'est pas, c'est peut-être l'occasion de le convoquer et à travers ce congrès, avec les représentants légitimes donc des structures décentralisées, d'essayer de trouver la résolution de ces problèmes-là, soit à travers des changements de responsables, soit à travers la mise en demeure de certains d'éviter, d'essayer de contourner les règles, comme ça a été le cas à Bobo probablement. Et je crois qu'ici, il y a une direction au ministère de l'administration territoriale chargée du culte qui devrait se pencher là-dessus et à l'aide des services de sécurité, établir la réalité à travers un rapport qui permettrait à l'autorité de prendre une décision et aider la communauté, parce que c'est un groupe assez sensible, eu égard à sa taille et surtout eu égard également à sa réactivité par rapport à certains sujets, d'éviter que
ce groupe-là ne s'embrase à l'approche des élections, ce qui pourrait être dommageable parce qu'il est suffisamment répandu sur le territoire national. Il faut éviter donc qu'il y ait des conflits importants qui puissent miner la paix sociale à l'approche des élections. Une main politique peut-être? C'est tout à fait possible. Connaissant ce type de groupe, il y a toujours au moins deux motivations. Il y a les motivations liées aux biens matériels qui sont l'objet des discordes en général. Et si on se rappelle la dernière crise, il s'agissait de la gestion des boutiques du marché pour lesquelles certains avaient perdu des avantages qu'ils avaient depuis longtemps à partir donc du nouveau président, si bien qu'ils sont entrés quasiment en rébellion. Et il y a la deuxième motivation, la motivation politique. Et on ne peut pas s'empêcher de lier cette affaire, cette ébullition récente-là, à l'approche des élections. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est peut-être un groupe politique qui essaye de prendre le contrôle de la communauté musulmane afin Et c'est ce qu'il faut justement éviter justement, ces collisions entre le politique et le religieux, le politique et le coutumier, mais ça commence à devenir un problème. Oui, c'est assez difficile à mon avis d'éviter les liens pour la simple raison que les individus qui sont membres donc, des religions sont également des citoyens qui ont des droits politiques, qui peuvent exercer la politique, qui vont surtout être des électeurs. Mais il faut savoir différencier les affaires organisationnelles, les affaires du culte et les questions purement politiques. C'est peut-être à ce niveau que l'autorité peut aider à distinguer les éléments et éviter qu'il y ait des interférences entre les aspects financiers, les aspects politiques et les aspects purement cultuels. Ici, vous voyez que l'imam, le grand imam est impliqué dans les troubles, alors qu'on sait qu'il y avait déjà des problèmes de leadership au niveau de cette communauté musulmane-là. Moi, je crois que la mise en action des organes, des structures, par exemple un congrès, peut-être pourrait être l'occasion d'essayer de régler cette question-là. Cette sortie de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, elle interpelle le gouvernement sur les raquettes sur nos routes. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina interpelle le gouvernement sur des points potentiellement conflictuels pour l'ensemble des acteurs du transport. L'UCRB attire l'attention de l'exécutif sur la multiplicité des postes de contrôle, une situation qui favorise le racket des véhicules en transit. Des sommes allant de 1 000 à 5 000 francs par poste de contrôle sont réclamées afin de faciliter leur passage pour les véhicules en transit. Un véhicule de transport de personnes débourse environ 150 000 à 250 000 francs comme frais pour traverser le Burkina. La corruption et les raquettes systématiques ont gangréné nos axes routiers. À ce niveau, nous sollicitons une mise en application diligente des conclusions de la Commission afin de redorer l'image du Burkina Faso. L'UCRB s'insurge également contre l'extrême surcharge des véhicules, une pratique qui met non seulement en danger la vie des conducteurs, mais qui contribue aussi à la dégradation accélérée des routes du Burkina Faso. C'est un secret de polichinelle que de dire que les véhicules rentrent au Burkina Faso en respectant les normes de chargement. Nous les voyons chaque jour le long de nos axes routiers et dans nos villes. Ces véhicules à l'importation quittent les plateformes portières, surchargés et empruntant nos axes routiers au vu des forces chargées de contrôle de la surcharge. L'UCRB s'injure aujourd'hui contre ces pratiques parce qu'elles mettent en péril la vie des conducteurs que nous sommes et des usagers que vous êtes. Elles détruisent notre patrimoine routier et favorisent la fraude sous toutes ses formes. En 2018, les chauffeurs avaient demandé au gouvernement une refonte du système de gestion du fret. En février dernier, ils obtiennent l'adoption d'un décret, mais son application se fait toujours attendre. Conséquence, les mêmes difficultés persistent. Les intermédiaires communément appelés corsaires se sont emparés du fret au niveau des ports et font la part belle aux camions étrangers moyennant des commissions allant de 100 000 à 200 000. Les camions burkinabés sont chargés à un coût inférieur aux camions étrangers et j'en veux pour preuve que les camions burkinabés sont chargés à 35 000 francs la tonne et les camions togolais à 40 000 francs la tonne au port de Lomé pour la destination de Ouagadougou. Cette situation contraint
les camions burkinabés a séjourné pendant près de 2 mois à la recherche du fret. Si l'interpellation n'est pas prise en compte, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina menace de prendre ses responsabilités, sans toutefois préciser en quoi cela va consister. Des soucis également donc au niveau des transports Siaka Koulibaly. Et là, je pense que c'est un problème assez important qui est soulevé là, les surcharges des véhicules, avec tout le danger que ça comporte, accidents, mais aussi la dégradation rapide de nos routes. Quand on sait que l'entretien coûte cher, on se demande que fait l'État, notamment, il y a une structure comme l'ONASER, l'Office national de sécurité routière, qui est interpellé là. Oui, oui. Ici aussi, c'est déplorable de dire que tout ce qui avait peut-être été déjà essayé d'être résolu, finalement ne l'est plus. Je sais que des partenaires au développement, comme l'Union européenne, ont fait de ça leur cheval de bataille pendant longtemps pour que la charge à l'essieu soit une norme incontournable du transport. Il y a d'ailleurs une norme communautaire. Une norme communautaire. Et ils ont fait beaucoup disons, d'harassement auprès des autorités pour que ces normes-là soient respectées. Aujourd'hui, nous voyons nous-mêmes ces surcharges sur les routes. Et ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui dénoncent ça, qui en parlent. Oui. Ça veut dire que régulièrement, eux-mêmes arrivent à passer avec les camions sans souci. Parce que c'est aussi leur vie qui est en danger. Parce que la surcharge du camion met en danger ce camion-là, sa stabilité sur la route. Et si cela arrivait que le camion se renverse, le chauffeur ou ses apprentis peuvent avoir des difficultés. Donc, eux-mêmes, ils sont en insécurité. Mais comme il y a la question de l'emploi, ils sont un peu à l'étroit pour pouvoir faire des revendications. On a vu, je crois déjà, il y a 1 an ou 2, plusieurs manifestations de ce groupe de chauffeurs routiers qui ont essayé donc de mettre la pression pour essayer d'améliorer la situation du transit des véhicules et des camions. Et malheureusement, cela n'a pas pu être résolu. Laxisme des services de sécurité, peut-être, parce qu'on sait aussi que dans certains pays de la sous-région, ce n'est pas possible de traverser avec de telles charges. Je pense qu'il faut lier l'aspect du non-respect des normes de charge avec cette question qui a été invoquée par les routiers, à savoir le racket. Il va sans dire que si les postes de contrôle sont les lieux de racket, ils ne vont pas en même temps vérifier le chargement et empêcher de passer. Ou plutôt, utiliser ces chargements-là contre des rémunérations. En ce moment, si on dit, bon, écoutez, vous avez débordé la charge, donc pour cela, vous allez payer. Et les transporteurs, disons, ceux qui opèrent dans le transport gagnent peut-être à faire la surcharge, à payer quelque chose au service de contrôle sur la route et à faire des profits plus importants, plutôt que de respecter la norme et de se mettre en dehors donc, des pressions que font les services de l'ordre sur la route. Mais c'est des questions très importantes et difficiles à résoudre. Ici, il y avait, je crois, dans les années autour de 2012-2013, on avait atteint un stade quasi zéro racket, où il n'y avait plus de contrôle qu'à l'entrée des frontières du pays. Mais à l'intérieur, on avait supprimé les postes de contrôle. Bon, aujourd'hui, on a vu effectivement comment c'est arrivé. C'est la sécurité qui a ramené les contrôles. Parce qu'on s'est dit qu'en mettant des contrôles rapprochés, on peut éviter la circulation des armes, la circulation des personnes peu recommandables. Et finalement, ces postes de contrôle de pure sécurité sont devenus des contrôles administratifs et qui permettent donc de faire des raquettes. Voilà. Un mot de politique avant de nous quitter avec la sortie cette semaine du Diman de Boussman. Son parti a choisi Rochma Christian Kaboré pour la présidentielle de 2020. Le respect de l'idéologie est un principe qui prime en politique. Mais à l'APR, l'Alliance panafricaine pour la refondation, on ne déroge surtout pas au respect des valeurs coutumières. Lorsque Naba Sigri, Dima de Boussman et fondateur du parti, fit son entrée, la Maison du Peuple se décoiffe de ses bonnets rouges pour faire allégeance.
Le Congrès extraordinaire peut enfin délibérer sur ces grandes décisions. Parti né en 2019 de la réforme du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, les militants et sympathisants de l'APR ont 2 mots d'ordre pour le double scrutin du 22 novembre prochain. Fait du fondateur du parti un député à l'Assemblée nationale et reconduire Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso. Nous avons analysé tous ceux qui sont sur la scène politique et nous avons pensé que Roch-Marc Christian Kaboré, qui est en train de finir un premier mandat, il y a beaucoup d'acquis, bien sûr qu'il y a des insuffisances et nous espérons que effectivement avec la correction d'un certain nombre d'insuffisances et la consolidation des acquis, ça doit être et c'est le meilleur candidat pour nous. Oui, bien sûr, tout le monde, nous sommes dans un état de droit, tout le monde peut dire effectivement ce qu'il pense. C'est ça effectivement qui enrichit le pays, qui enrichit la démocratie. Mais nous ne sommes pas sûrs et nous pouvons même être certains qu'à la place de Roch, n'importe qui allait avoir les mêmes difficultés et peut-être même pire. Les congressistes ont aussi jugé de la nécessité d'une refondation pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Pourquoi la refondation? Notre démocratie est malheureuse et mal mise en train. Elle mérite d'être refondée. Elle doit être refondée. Et elle sera refondée sur la base de notre spécificité et de nos réalités, de notre aspiration à une vie assainie, débarrassée des équivoques qui engourdissent, freinent et retardent notre marche en avant. Après analyse de la situation politique sous-régionale, ce parti panafricain condamne les velléités de certains chefs d'État de briguer un 3e mandat. Et voilà, Chaka Coulibaly, comme le père, le fils est en train donc en route pour l'Assemblée nationale. Ça pourrait paraître justement une logique, hein? Mais là, il est clair que véritablement le diamant est lancé finalement en politique. Oui, dès que le parti avait été créé il y a de cela quelques mois, on avait bien compris que c'était pour prendre la succession dans toute son ampleur, à la fois la responsabilité coutumière mais aussi politique, et c'est la concrétisation qu'on assiste ici. Bien sûr que cette action politique d'une autorité coutumière qui représente le niveau politique de la société traditionnelle ramène au devant de la scène ces questions qui ont déjà eu lieu abondamment ici au Burkina Faso sur la scène politique, hein, à savoir quel rôle finalement attribuer à ces structures coutumières qui jouent un rôle politique au niveau traditionnel, mais qui, avec les lois de la République, posent un certain nombre de difficultés. Et la difficulté disons, pourquoi est-ce que le leader coutumier qui a des obligations vis-à-vis de ces sujets entre griffes et le respect donc de la loi qui fait qu'il n'y a pas de sujet en République, ces questions-là sont posées. Il y a la question donc de l'influence aussi des structures coutumières sur les individus et les obligations de voter ou pas. Et c'est là où, enfin, il faut poser la question. Pourquoi est-ce que pour le militaire, on prend des garde-fous importants en se disant que ces personnes sont dépositaires de la force publique, donc peuvent en user pour influencer les opinions. La chose se passe de la même manière que pour les autorités coutumières, qui ont également des prérogatives sur les populations, au niveau soit coutumier, soit culturel, ainsi bien que... C'est peut-être l'arme qui fait la différence. C'est peut-être l'arme qui fait la différence, mais il y a aussi d'autres types d'armes au niveau coutumier qui existent, qui sont tout à fait effectives. Mais ici, il ne faut pas saisir l'occasion pour, je dirais, faire la fine bouche, étant donné qu'officiellement, on n'a pas encore posé le débat, aucun cadre ne prend en charge la question donc, de la chefferie
dans la politique, si bien qu'on est bien obligé d'assister à l'exercice du droit politique du monsieur, qui, c'est vrai, est une autorité coutumière, mais est aussi un citoyen. Tant qu'on n'aura pas réfléchi à la limite qu'il peut y avoir entre responsabilité coutumière et action politique, je crois qu'on sera obligé d'assister à ce type d'action-là. Ça veut dire qu'il est parti aussi pour être député à vie, tant qu'il est candidat. C'est presque certain. Étant donné sa surface coutumière, comme on l'a vu avec son prédécesseur, qui a également été député contre vents et marées, quel que soit le contexte, il a toujours été élu. On pense que cela va être le cas également pour lui et qu'il veut juste se conformer aux lois de la République. Sinon, c'est déjà un poste qu'il faut compter comme tel et qu'il va certainement l'exercer pendant longtemps. Et son parti investit Roch Marc Christian Kaboré, oui, justement. C'est ça, mais c'est un choix et je crois que le responsable du parti a essayé d'expliquer pourquoi, en se disant que finalement, les difficultés que le régime actuel a connues sont des difficultés inévitables et que qui que ce soit qui aurait été à la place aurait eu les mêmes difficultés. C'est leur approche, c'est leur réflexion, c'est leur analyse. Ce sont des gens d'un certain âge, je pense, qui peuvent faire une vue perspective de l'histoire politique. S'ils ont décidé de soutenir Roch Kaboré, il y a certainement des raisons purement politiciennes. Ce sont des arrangements qui auront lieu. Peut-être pour, comme un parti nouveau, disposer d'une surface politique suffisante pour pouvoir s'insérer dans le paysage. C'est peut-être pour cette raison qu'ils rejoignent cette majorité-là. Voilà. On termine par le Mali, Chaka. Des concertations nationales hier à Bamako avec à la clé un comité d'experts pour faire une synthèse des propositions et dégager les objectifs de la transition, la feuille de route. Oui. Pour le Mali, je crois qu'il y a eu quelques semaines où, en tout cas au niveau de l'extérieur, on s'est patienté sur finalement qu'est-ce qu'ils font ces militaires qui ne bougent pas du tout dans le sens de la mise en place de la transition. À l'examen, on a fini par se rendre compte qu'il y avait eu des urgences sur le plan sécuritaire qui ont amené les militaires à plus se préoccuper de nettoyer, entre griffes, certaines parties du territoire, notamment le centre, mais même aussi le sud-ouest du Mali, où des bases importantes terroristes ont été démantelées et beaucoup de matériel saisi, si bien que pour le Malien lui-même, il apparaissait important de laisser le temps aux militaires de régler ces questions sécuritaires qui sont très importantes avant de passer aux questions politiques. Hier, cela a été fait. La plupart des cadres qui ont été convoqués, je veux dire des structures qui ont été convoquées, ont pu exprimer leur conception de cette transition-là. Effectivement, c'est la démarche normale que de les synthétiser et d'en tirer les grandes lignes afin de pouvoir rédiger les textes qui vont organiser la transition. Donc je crois que la démarche ici, elle est louable parce qu'elle est de concertation, elle permet de prendre en considération les préoccupations. On a entendu sur d'autres médias les représentants des zones touchées par le terrorisme comme Gao qui s'expliquaient sur leurs préoccupations de retour de la paix et de la sécurité, pouvoir circuler librement entre Bamako et Gao, qui est déjà une problématique à l'heure actuelle. Là, en tout cas, on a appris que l'événement a rassemblé les partis politiques, les syndicats, la société civile, les groupes armés signataires de l'accord de 2015, mais à l'exception justement des ex-rebelles de la CMA qui n'ont pas souhaité participer justement aux travaux. Parce que ces groupes, la CMA, a eu des pourparlers avec le CNSP avant cette grande rencontre-là, et il avait été convenu, semble-t-il, j'ai écouté sur RFI le représentant s'expliquer, il avait été question que le CNSP dépêche une mission à Kidal afin de faire un état des lieux qui va permettre donc de faciliter l'intervention de ces groupes-là dans la transition. Apparemment, les militaires n'ont pas pu se rendre à Kidal, ce qui fait que la CMA a estimé qu'avant la mise en œuvre de ce sur quoi ils ont convenu, ils vont suspendre un peu leur participation. Pour terminer, il faut dire que au vu de ce qui se déroule, je crois, les larges concertations qui ont lieu, ça devrait interpeller la CEDEAO
sur comment accompagner le Mali aujourd'hui. Le processus, justement. Voilà, parce que la prochaine étape, c'est la semaine prochaine. Voilà. Les débats vont porter justement sur les organes de la transition politique, sa durée ou encore la répartition justement des postes entre civils et militaires. Tout à fait. Donc c'est très important. Je pense qu'il faudrait laisser les nouvelles autorités au Mali et le peuple malien avancer un petit peu et essayer de voir s'ils ont vraiment la bonne foi de faire avancer l'histoire de leur pays dans le bon sens, conformément aux textes internationaux et aux textes maliens, ainsi bien que ça va permettre aux chefs d'État de la sous-région au niveau de la CEDEAO d'apprécier ces travaux qui sont réalisés. Il faut aussi rappeler le départ de l'ancien président pour des soins dans un pays étranger, qui peut être aussi un signe de bonne foi de ces militaires-là, qui peut être aussi apprécié dans qu'est-ce qu'il faut faire du Mali. D'abord, lever les sanctions, mais aussi accompagner la mise en œuvre, la définition des textes de la transition et la désignation des responsables que la communauté internationale peut très bien faire. Merci, Cheikhou Koulibaly. Merci. Ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir.